Ash, Naz, Torbatoluk. 3 rings for the elven kings under the sky. Naz, Kimbatoluk. 7 for the dwarf lords in their halls of stone. Naz, 9 for mortal men doomed to die. 1 for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. 1 ring to rule them all, 1 ring to find them. 1 ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie. Les hommes ont toujours aimé se raconter des histoires. Ils se remémoraient les origines de leur monde et de leur peuple. Ils redonnaient vie à leurs dieux. Ils s'inventaient des héros. C'est ainsi qu'on connaît encore les exploits de Rama ou les ruses d'Ulysse. Au XXe siècle, une de ces histoires a connu un succès immense dans le monde entier. Vous ne pouvez pas passer, dit Gandalf. Les orques s'arrêtèrent, et il tomba un silence de mort. Gandalf, Je suis un serviteur du si feu vous secret, aviez entendu porteur ne de la flamme serait-ce que d'Alior. le quart de ce Vous que ne pouvez j'ai pas passer. entendu dire à son sujet, vous vous diriez que quelque chose de remarquable était sur le point d'arriver. Et elle répondit, Les histoires et les toutes vos aventures paroles ne sur font les que me dire, vous êtes une femme et votre devoir est à la maison. Mais je suis fille de la maison des Orles et non une servante. Je sais chevaucher et manier l'épée et je ne crains ni la douleur ni la mort. 2 livres, un conte pour enfants, Le Hobbit, et une épopée de plus de 1000 pages, Le Seigneur des Anneaux, ont entraîné des générations successives de lecteurs sur les traces de Bilbo, le Hobbit, de son neveu Frodo, du magicien Gandalf, jusque dans le monde imaginaire de la Terre du Milieu. Un véritable univers parallèle, avec sa propre histoire, sa propre géographie, ses créatures fantastiques, et ses différents peuples, elfes, nains, hommes et orques, chacun parlant sa propre langue, inventée de toutes pièces. Pourquoi cette œuvre, sans équivalent dans la littérature de son temps, a-t-elle rencontré un tel écho chez les dizaines de millions de lecteurs qui s'y sont plongés? I believe that it is universal because it's human and it goes beyond a particular culture and it goes beyond any particular religion. It's human, but it sets the human in a mythological background which is universal in its application. Many people read The Lord of the Rings as if they were reading the Bible. Many people find themselves weeping as they're reading it in the train because it touches a spring in their emotions, which is very deep. Au début du XXIe siècle, ces histoires ont inspiré une série de films à grand spectacle, qui ont à leur tour connu un succès planétaire. Mais cette gigantesque épopée, pleine de bruit et de fureur, est paradoxalement l'œuvre du plus tranquille des hommes, John Ronald Reuel Tolkien. Un paisible universitaire britannique dont la vie semble avoir été bien moins aventureuse que celle de ses héros. Et si l'on veut savoir comment sont nées les histoires qu'il a inventées, il faut remonter jusqu'au début des années 1930, au moment où surgit, au détour d'une routinière existence universitaire, un événement inattendu. The actual beginning, though it's not really the beginning, but the actual flashpoint was, I remember very clearly. I can still see the corner in my house in 20 Northmore Road where it happened. I got an enormous pile of exam papers there, and marking school examinations in the summertime is an enormous, very laborious, and unfortunately also boring. And I remember picking up a paper and actually I nearly gave an extra mark for it, extra 5 marks actually. There was 1 page on this particular paper was left blank. Glorious. Nothing to read, so I scribbled on it, I can't think why. In a hole in the ground there lived a hobbit. Au
Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit, ce qui suppose un certain confort. Ainsi, à partir d'un simple mot inventé par hasard, le professeur Tolkien imagine l'existence de tout un peuple, les hobbits, de petites gens paisibles, aux pieds couverts de fourrure, habitant dans la verte région de la comté, de confortables maisons troglodytes. Bilbo Bessac se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner, en train de fumer une longue pipe en bois dont l'énorme fourneau touchait presque ses orteils, soigneusement brossés. Quand Gandalf apparut. À partir de là, plus rien ne sera comme avant pour le paisible Bilbo. Le sage, mais redoutable magicien Gandalf l'envoie bientôt rejoindre une troupe de nains batailleurs partis à la poursuite d'un fabuleux trésor. C'est d'abord contre son gré que Bilbo se lance dans cette quête hasardeuse, qui lui fera découvrir le vaste monde avec ses créatures fantastiques et ses innombrables dangers. Mais le courage et la ruse de notre minuscule héros malgré lui vont peu à peu s'affirmer. Et au bout du voyage, parvenu à la montagne solitaire, il n'hésitera pas à faire face au redoutable dragon Smaug. L'aventure, c'est ce qui nous fait grandir. Et les enfants qui lisent le Hobbit, au-delà même de la petite taille du héros, s'y retrouvent, évidemment. Mais les adultes, eux aussi, y projettent facilement l'enfant qu'ils furent un jour. Et dans le personnage du tranquille Bilbo, on retrouve sans doute aussi beaucoup du professeur Tolkien lui-même, qui avouait volontiers priser une existence jalonnée de plaisirs simples. Je suis de fait un hobbit, en tout sauf par la taille. J'aime les jardins, les arbres et les terres cultivées sans recours aux machines. Je fume la pipe, j'aime la bonne nourriture simple et non réfrigérée, mais je déteste la cuisine française. Je suis très friand de champignons cueillis dans les champs. Je me couche tard et je me lève tard. Je ne voyage pas beaucoup. Dans le jardin botanique de la ville d'Oxford, il y a un arbre, un pin noir, qui était l'arbre favori du professeur Tolkien. Les arbres sont des êtres vivants, pleins de majesté, et leur structure ramifiée évoque pour moi la façon dont se construisent les langues, mais aussi les mythes et les contes, ce que l'esprit humain a su produire de plus noble. C'est ici, à Merton College, l'une des plus anciennes institutions de l'université d'Oxford, que le professeur Tolkien enseignait la langue et la littérature ancienne de son pays, l'Angleterre. What way gardina in yer daum theod kinninga thrum yefrunon hutha ethelingas ellen fremedon. Le professeur aimait à impressionner ses étudiants en leur récitant le prologue de Beowulf, le plus ancien poème épique en vieil anglais qui nous soit parvenu, plein de héros, de monstres et de dragons. Il aimait à se plonger dans les savoirs anciens, dans les langues d'autrefois, d'où était née la sienne. Mais il aimait surtout, pour leur beauté propre, la poésie et les légendes, qui étaient aussi bien son objet d'étude que sa source d'inspiration. Et la nuit, dans la grande maison familiale de Northmoor Road, commençait pour le professeur Tolkien une seconde vie, plus secrète, où il pouvait s'adonner pleinement à toutes ses rêveries fantastiques. Deep down here by the dark water lived old Gollum. I don't know where he came from, nor who or what he was. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. He was watching Bilbo now from the distance with his pale eyes like telescopes. Bilbo could not see him, but he was wondering a lot about Bilbo, for he could see that he was no goblin at all. Bless us and splash us, my precious. I guess it's a choice feast. At least the tasty morsel it'll make us Gollum. And when he said Gollum, he made a horrible swallowing noise in his throat. That is how he got his name, though he always called himself my precious.
À cette époque, dans les années 1930, les contes du professeur Tolkien étaient principalement destinés à ses propres enfants. Ainsi, John, Michael, Christopher et la petite Priscilla recevaient chaque année du pôle Nord des lettres que le Père Noël ou son assistant, l'ours polaire, leur adressait personnellement. Au sommet du monde, pôle Nord, 20 décembre 1928. Mes chers garçons, un nouveau Noël, j'ai 1 an de plus, et vous aussi. Nous commencions à sortir des réserves la première partie des paquets lorsque l'ours polaire a insisté pour emporter une pile énorme sur la tête et en prendre une grosse quantité dans les bras. Bang, bang, boum, plof, gémissements et grognements affreux. Mais qui avait laissé le savon sur l'escalier? Pas moi. 23 décembre 1932. L'ours polaire a lui-même été étonné quand j'ai éclairé les lieux, car les murs de ces cavernes sont tous recouverts de dessins taillés dans le rocher ou peints en rouge, brun et noir. L'ours était très excité de voir tout cela. « Ces gens des cavernes dessinaient mieux que vous, Papa Noël », a-t-il dit. Il semble bien que le très respectable professeur Tolkien avait su, dans l'intimité, conserver une part de l'innocence et de la magie qu'on croit ordinairement être les privilèges de l'enfance. Et Le Hobbit fut d'abord un conte du soir, inventé épisode par épisode, mais aussi illustré de la main de son auteur avant même d'être complètement rédigé. Le Hobbit. Longtemps, je ne m'en suis plus occupé. Pendant des années, je ne suis pas allé plus loin que le dessin de la carte de Thor. Mais au début des années 30, c'est peu à peu devenu Le Hobbit, et ça a fini par être publié. Non pas à cause de l'enthousiasme de mes enfants, bien qu'ils l'aient plutôt apprécié, mais parce que je l'avais prêté à la révérende mère de Cherwell Edge, qui avait la grippe, et là, une de mes anciennes étudiantes y a jeté un œil. Or, elle travaillait à ce moment-là chez l'éditeur Allen & Unwin. Publié en 1937, The Hobbit rencontre immédiatement un large succès. L'éditeur, Allen & Unwin, se trouve bientôt submergé de lettres réclamant une suite au livre. Le professeur Tolkien pense trouver là une occasion rêvée de publier une œuvre à laquelle il travaille depuis plus de 20 ans. Un projet immense de cycle légendaire qui raconterait depuis sa genèse toute l'histoire de la Terre du Milieu. Brouillons, esquisses, aquarelles, mais aussi poèmes et récits parfois inachevés, repris, remaniés, les archives de ce projet révèlent une œuvre en permanente évolution. Et cette masse de documents, c'est le 3e fils du professeur, Christopher, qui entreprendra, après la mort de son père, de l'explorer, de la classer, de lui donner forme, pour l'éditer au fil des ans, en commençant par l'étonnant Silmarillion, finalement publié en 1977. The Silmarillion was the primary, central work of my father's secondary world. One of the chief things that people know about it, I think, is that it was unfinished. But I think this is, in a way, misleading. The real point is that there were several Silmarillions. When he was a very young man, he wrote a work called The Book of Lost Tales. And this was the first Silmarillion. Although he didn't then call it that. But there already, often in very early undeveloped forms, are the great stories, the great legends, which were an inspiration to him throughout his life. Above all, the Lay of Beren and Luthien, and the tragedy of Turin Turamba. Another Silmarillion was already in existence by about 1930. The important thing is that was finished. The Book of Lost Tales, you could say, was finished. The 1930 Silmarillion was finished. It's complete. A completely enclosed myth. En 1938, le professeur Tolkien proposa le Silmarillion à son éditeur. Mais celui-ci, qui attendait plutôt une suite aux aventures des Hobbits, refusa poliment. Un des lecteurs de la maison d'édition aurait déclaré « On a l'impression de lire l'Ancien Testament ». Au commencement, Eru, l'unique, que dans le langage des elfes on appelle Ilúvatar, de son esprit, créa les Ainur, et devant lui, ils firent une grande musique. Le monde est issu de cette musique,
car Ilúvatar rendit visible le chant des Ainur, et ils purent le voir comme une lumière dans les ténèbres. I now wanted to try my hand at writing a really stupendously long narrative and to see whether I had sufficient art, cunning or material to make a really long narrative which would hold the average reader right through. En 1938, donc, dans la maison de Northmoor Road, le professeur Tolkien, dès qu'il parvient à mettre de côté un moment ses travaux universitaires, s'attelle à l'écriture du Seigneur des Anneaux. 13 octobre 1938. Cher Monsieur Unwin, j'ai travaillé très dur depuis un mois à une suite du Hobbit. J'ai atteint le chapitre 11. Je suis maintenant tout à fait plongé dedans. 19 décembre 1939. Cher Monsieur Unwin, je n'ai jamais vraiment cessé de travailler à cette suite. Elle a atteint le chapitre 16. J'ai peur que ça ne devienne trop vaste. Une publication est-elle envisageable si je parviens à terminer avant le printemps ? « 7 décembre 1942. Cher Monsieur Unwin, j'espère trouver un peu de temps libre pendant ces vacances. Le livre a atteint le chapitre 31 et il en faudra au moins 6 de plus pour le terminer. Il a reçu l'approbation du lectorat originel du Hobbit, mes fils et l'ami C.S. Lewis. » En plus de son rôle de premier lecteur enthousiaste, le jeune Christopher aide aussi son père en dessinant les cartes de la Terre du Milieu. Mais à l'été 1943, âgé de 18 ans, il est mobilisé dans la Royal Air Force et part combattre en Afrique du Sud. 31 mai 1944. Mon très cher Chris, en veillant jusqu'à pas d'heure, j'ai réussi à emmener l'anneau jusqu'à une pause convenable, la capture de Frodo par les orques dans les passes de Mordor. Et j'ai lu les 2 derniers chapitres à C.S. Lewis. Il les a approuvés avec une ferveur inhabituelle, et le dernier chapitre lui a même tiré de vraies larmes. On dirait donc que ça tient le coup. 12 août 1944. Oh, je suis absolument à court de toute inspiration pour l'anneau. Quel soulagement ce serait d'en avoir fini. Oh, j'ai bien hâte de savoir ce que tu en penses. Ce livre a fini par s'adresser de plus en plus à toi, si bien que ton opinion compte plus que celle de tout autre. 29 novembre 1944. Mon très cher, voici un petit envoi de l'anneau. Une grande partie du livre 5e est déjà écrite ou esquissée. Ça finira sans doute par être très différent de ses plans préalables, car cette chose semble s'écrire elle-même, une fois que j'ai bien démarré. Frodo restait assis en silence, sans bouger. La peur semblait étendre une vaste main, comme un nuage sombre qui se lèverait à l'Orient et s'avancerait pour l'engloutir. « Cet anneau » balbutia-t-il. « Comment diable est-il venu jusqu'à moi ?»« Oh, dit Gandalf, c'est une très longue histoire. Le commencement en remonte aux années noires dont seuls les maîtres de la tradition se souviennent à présent. Si je voulais vous raconter toute cette histoire, nous serions encore ici quand le printemps aurait passé à l'hiver. » Enfin, Le Seigneur des Anneaux est publié, en 3 volumes, en 1954 et 55. Le livre est plutôt bien accueilli, la critique dans l'ensemble se montre favorable, même si certains reprochent à ce brillant universitaire d'avoir gaspillé son temps précieux pour de telles gamineries, archaïsantes et totalement coupées de la réalité du monde contemporain. Mais les lecteurs sont enthousiastes. Et 10 ans plus tard, tout va s'accélérer brutalement. Quand une édition de poche américaine remporte un immense succès, surtout auprès de la jeune génération. Les hippies et les contestataires de tout poil s'approprient le Seigneur des Anneaux, où ils perçoivent un écho de leur lutte pour un monde meilleur, libéré des forces obscures qui l'entravent. Ce sont à présent des millions de lecteurs à travers le monde qui commencent à se plonger dans l'univers créé par Tolkien. Dès qu'il avait posé le pied sur l'autre rive du cours d'argent, un sentiment étrange s'était emparé de lui, qui s'approfondissait à mesure qu'il avançait dans le Night. Il lui semblait avoir passé par un pont du temps,
jusque dans un coin des jours anciens, et marchait à présent dans un monde qui n'était plus. À Fendeval, il y avait le souvenir des choses anciennes. Dans la Laurienne, les choses anciennes vivaient encore dans le monde en éveil. Là, le mal avait été vu et entendu. On y avait connu la douleur. Les elfes craignaient le monde extérieur, en lequel ils n'avaient aucune confiance. Les loups hurlaient aux abords de la forêt, mais dans la Laurienne, nulle ombre ne s'étendait. Ces histoires naissaient dans mon esprit comme des choses qu'on m'aurait données, et à mesure qu'elles venaient, de façon séparée, les liens entre elles se mettaient à grandir aussi. Et toujours j'ai eu le sentiment de ne faire qu'enregistrer ce qui était déjà là, quelque part, pas d'inventer. Au cours de ses recherches sur les langues anciennes, le professeur Tolkien avait longuement étudié les vieilles sagas nordiques. Edda islandaise, légende des Nibelungen, Kalevala finnois, souvenir d'une Europe encore à demi païenne où les mythes anciens n'étaient assoupis que depuis peu. To enjoy The Hobbit, to enjoy The Lord of the Rings, even the Silmarillion, which is a more difficult text, you don't need to be a specialist in Old English. You don't need to know anything about Germanic literature. You don't need to read Beowulf. And I'm sure that millions of people who enjoy Tolkien's novels don't even realize, unless they do a little bit of study, perhaps if they read the notes, but most people probably don't realize and don't care about the medieval background. When one has studied Old English literature and the history of languages, there is no doubt an added pleasure. And speaking personally, since you ask me, yes, it does give me an extra pleasure when I recognize Old English words in the text and I see what Tolkien is doing with them. I see that he has been inspired by a simple word to develop a character and to develop a story around that. Né en 1892, Tolkien héritait également de la passion que l'Europe du XIXe siècle, en pleine mutation industrielle et politique, avait vouée à la redécouverte du Moyen-Âge et des folklores nationaux. Comme un grand nombre d'enfants anglais de son époque, le petit John Ronald Tolkien avait découvert les contes et légendes de la tradition populaire en lisant les recueils du folkloriste Andrew Lang. Dans le Red Fairy Book, parmi les contes de fées, de sorcières et de princesses, on trouve la vieille légende nordique de Sigurd et du dragon Fafnir, qui est aussi la source de l'épopée médiévale allemande des Nibelungen, celle-là même dont Richard Wagner s'inspira pour sa tétralogie de l'Anneau. C'est toute l'Europe du XIXe siècle qui s'était ainsi emparée de ces légendes médiévales comme fondement de nouvelles identités nationales. L'Angleterre redécouvrait avec passion les légendes du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Lord Alfred Tennyson, avec les idylles du roi, réactualisait le mythe arthurien pour faire l'apologie des valeurs de la société victorienne. À l'inverse, le socialiste utopique William Morris, architecte, designer, peintre, cherchait à faire revivre un Moyen-Âge idéalisé, loin des dérives inégalitaires de la révolution industrielle. Proche des peintres pré-raphaélites comme Edward Burne-Jones, qui prenait un retour à l'esthétique des primitifs italiens, William Morris écrivait aussi des romans d'inspiration médiévale qu'il illustrait lui-même et qui devaient avoir une forte influence sur le jeune Tolkien. Enfant, je n'éprouvais aucun désir d'avoir des rêves ou des aventures comme Alice, et leurs récits m'amusaient simplement. Je désirais fort peu rechercher un trésor enterré ou combattre des pirates, et l'île au trésor me laissait assez froid. Les peaux rouges me convenaient mieux. Il y avait dans ces histoires-là des arcs et des flèches, des langages étranges, des aperçus d'un mode de vie archaïque et par-dessus tout des forêts. Mais le pays de Merlin et d'Arthur valait encore mieux. Et le meilleur de tout était le nord anonyme de Sigurd des Volsung et du prince de tous les dragons. De telles contrées étaient souverainement désirables. Je désirais les dragons d'un désir profond. Bien sûr, je ne souhaitais pas, moi, dans mon corps timide, en avoir dans le voisinage. Mais le monde qui contenait la seule imagination de Fafnir
était plus riche et plus beau au prix de quelque péril que ce fût. La contrée où vivent les hobbits ressemble tout à fait au genre de monde où j'ai commencé à prendre conscience de ce qui m'entourait. C'est très similaire, et cela a sans doute été d'autant plus frappant pour moi que je n'étais pas né là. Je suis né à Bloomsdale, en Afrique du Sud. J'étais très jeune quand je suis arrivé en Angleterre, mais en même temps, cela marque très profondément votre mémoire et votre imagination. Si votre premier arbre de Noël est un eucalyptus déliquescent, si vous avez l'habitude de souffrir de la chaleur et du sable, alors, juste à l'âge où l'imagination s'épanouit, vous retrouvez soudain dans un calme village de Warwickshire. Je crois que cela engendre un amour particulier de ce qu'on pourrait appeler la campagne des Midlands anglais, avec des ormes et des petites rivières tranquilles, etc. Et bien sûr des gens un peu rustiques alentour. En 1896, Mabel Tolkien s'installait avec ses enfants, John Ronald, âgé de 3 ans et demi, et son petit frère Hilary, dans une petite maison du village de Sayre Hall. Le père, Arthur Tolkien, était resté en Afrique du Sud pour y traiter des affaires. Il devait bientôt y mourir, sans avoir revu ni l'Angleterre ni sa famille. Les garçons n'allaient pas à l'école, c'est leur mère qui leur apprit à lire et à compter, et leur enseigna le français et le latin. Le reste du temps, ils avaient la campagne et les bois alentours comme terrain de jeu, comme territoire d'aventure. En 1900, Mabel Tolkien décida de se convertir au catholicisme. Rejetée par sa belle famille scandalisée, la jeune veuve, pour faire face aux soucis d'argent, s'installa avec ses enfants dans la ville voisine de Birmingham. Adieu donc au paradis bucolique de Sayre Hall. Au détour des rues bordées de logements modestes, près de l'oratoire catholique, on aperçoit parfois l'étrange tour de la compagnie hydraulique. Ou bien une autre tour, Parrot's Folly, une fantaisie pseudo-médiévale édifiée au XVIIIe siècle par un riche industriel local. De quoi laisser l'imagination vagabonder un peu. Arpentant cet univers nouveau, plein de bruit et de fumée, John Ronald commença à s'interroger sur des noms étranges aperçus sur des camions de charbon et des wagons de chemin de fer. Des noms comme Nantiglo, Sengenhead ou Tredegar. Il découvrit ainsi l'existence du gallois et surtout le fait qu'on parlait encore à quelques dizaines de kilomètres de chez lui d'autres langues aux sonorités mystérieuses. John Ronald passa l'examen d'entrée au King Edward College de Birmingham. Là, en lisant pour la première fois Beowulf, le fameux poème épique du Xe siècle, il satisfait bien sûr son goût pour les dragons et les récits héroïques, mais surtout, il découvre le moyen anglais. Et bientôt, il commence à créer lui-même des langues qui vont vite devenir de plus en plus complexes. I first began seriously to invent languages about I was 13 or 14. I've never stopped, really. What I'm doing now is to try and write
in Elvish, my writing is very inferior to the Elv. Their standard greeting when meeting, Ellen, Sila, Lumen, Aumenti Elvo. A star shines upon our meeting. Oh, Lord. I made a mistake, didn't I? As a linguist and a philologist, Tolkien was capable of creating new languages. But it wasn't gobbledygook. It was based on genuine philological principles, on grammatical structures, on the way a real human language works. As the creator or sub-creator of these languages, he could take great delight in them because he could make the sounds that were developed by the phonetic changes attractive to his own ear. So that he could say that Quenya was the language that he really deeply desired, whereas none of the languages of the world really came quite there. He loved Anglo-Saxon, but he didn't like it as much. He loved Finnish, which was an important influence on Quenya. But Quenya was the language of his heart. It was the language that he wanted. Ai laurie lantar lassi surinen, jeni unotime vevramar alderon. Jeni vilinte juldaravani ermi oromardi lissimiru voreva, andune pella vado tellumar nulluini, jasentintilari eleni, o Mario airetare livinen. Si manni julma ninnen quantuva. Le 9 novembre 1904, âgé de 34 ans, Mabel Tolkien mourut, des suites d'un diabète mal soigné. John Ronald n'avait pas encore 13 ans. 5 ans plus tard, en 1909, dans la pension de famille où il réside, le jeune Tolkien fait la connaissance d'Edith Bratt, une jeune fille un peu plus âgée que lui, orpheline également. John Ronald tombe amoureux d'Edith, qui devient pour lui une consolatrice, une sœur d'âme et bientôt une muse. Le modèle de Luthien Tinnuviel, la princesse elfe, héroïne du Silmarillion. On dit dans le lait de Lethian qu'un été où il parcourait les bois de Neldoreth, Beren rencontra Luthien, la fille de Thingol et de Melian, un soir au lever de la lune, alors qu'elle dansait sur l'herbe des prairies d'Eskaldun. Alors, en un instant, il oublia ses souffrances et fut comme ensorcelé, car Luthien était la plus belle de tous les enfants d'Iluvatar. Sa robe était bleue comme un ciel sans nuages, ses yeux gris comme la lumière des étoiles, sa cape était semée de fleurs d'or et ses cheveux aussi noirs que les ombres du soir. Comme un rayon sur les feuilles d'un arbre, comme le murmure des eaux limpides, comme les astres loin des fumées du monde, telle était sa radieuse beauté, et son visage était tout de lumière. Admis à Oxford en 1910, Tolkien, que les classiques latins et grecs ennuient, se plonge dans les anciennes cultures germaniques et finit par intégrer l'école de langue et de littérature anglaise. Mais parallèlement, il s'efforce à présent d'écrire de la poésie dans ces langues inventées. La guerre survint, la grande boucherie qu'on appellerait ensuite Première Guerre mondiale. En 1915, Tolkien est incorporé comme officier de transmission dans un régiment qui part se battre en France, sur la Somme. Là, nombre de ses vieux camarades tomberont en quelques jours, fauchés par les mitrailleuses allemandes. Lui-même s'écroule bientôt, atteint par la fièvre des tranchées. Rapatrié, il passera toute la suite du conflit en convalescence dans divers hôpitaux militaires anglais, parfois rejoint par Edith, qu'il vient d'épouser. Peut-être le traumatisme des horreurs vécues sur le front l'incite-t-il à se réfugier de plus en plus profondément dans le monde imaginaire qu'il a entrepris de créer. En tout cas, il profite de ces mois d'inactivité sous l'uniforme pour écrire sans relâche, augmentant peu à peu le nombre et le volume de ses contes et légendes de la Terre du Milieu. Languages are not born in a void. No human language was born in a void. Somebody had to begin speaking it sometime.
having started to work on languages and to develop new languages which didn't exist, they were pure inventions on his part, even though he used roots from Finnish and Welsh. He then wanted to develop a history of who might have spoken those languages, where they might have come from. And as all human language goes through periods of development, even with English, we have Old English, Middle English, and Modern English. In his own mind, he saw that Quenya and Sindarin must have gone through stages of development. So he began to develop his history of Middle-earth as the story of the people who spoke those languages, where they came from, how they arrived in Middle-earth, how they fought among themselves, how they established themselves in Middle-earth, how they came into contact with other peoples, in particular the Ents and the dwarves and the hobbits, and of course men, human beings. And for each of those peoples, Tolkien invented a new language. So I think we can say with some degree of certainty that language was at the root of his mythology and the root of his desire to produce stories. La Terre du Milieu, ça n'est pas seulement un ensemble de récits. En réalité, si, ça n'est qu'un ensemble de récits. Sauf que, autour, Tolkien a su donner le sentiment qu'il y avait en arrière-plan une profondeur supplémentaire, un monde qui existerait d'une certaine façon au-delà des récits qui sont racontés à son propos, donc à travers tout un système d'annexes pseudo-documentaires avec une chronologie, des langues, des généalogies. Il construit de toutes pièces un monde secondaire, donc un monde alternatif, extraordinairement vaste et cohérent, qui va sembler aussi complet et dense que le monde réel, au point que ses lecteurs vont avoir le sentiment d'y pénétrer et avoir l'envie, le désir profond de s'y enfoncer toujours davantage. Ce phénomène très particulier d'immersion dans un monde parallèle va rapidement faire l'objet de nombreuses réappropriations, et pas seulement en littérature. Pour ceux qui rêvent vraiment d'entrer dans ce type de monde et d'y vivre leurs propres aventures, une nouvelle forme de divertissement va bientôt voir le jour. À partir des années 1970, des hordes de fans impatients, armés de dés et de crayons, se plongent à corps perdu dans l'aventure des jeux de rôle, dans la lignée du légendaire Donjons et Dragons. Un peu comme en littérature, ces jeux reposent sur la projection de l'imagination. Le maître de jeu propose les bases d'un univers fantastique où les autres joueurs vont pouvoir faire évoluer les personnages qu'ils se sont choisis. Guerriers, magiciens, orques ou voleurs. Si l'œuvre de Tolkien avait ouvert la voie à l'exploration ludique de mondes inventés, elle a aussi fourni un modèle fondateur pour ces réalités alternatives. Un imaginaire partagé qui ne cessera plus de se ramifier par la suite. Au début du XXIe siècle, la possibilité d'immersion qu'offre la création tolkienienne envahit la culture populaire à travers les mondes persistants, ces univers virtuels accessibles par Internet où se déroulent à présent les jeux de rôle. Le texte de Tolkien revit à travers un certain nombre de communautés interprétatives, de joueurs, de lecteurs, aujourd'hui de spectateurs. Et il accède véritablement au rang de mythologie, lui qui s'appuie sur des mythologies immémoriales. Il en devient une à son tour dans ce sens-là, c'est-à-dire en tant que ciment culturel d'une communauté, de communautés qui y croient, c'est-à-dire qui adhèrent pleinement et qui veulent prolonger l'évasion qu'ils procurent.
Ne riez pas. Mais autrefois, mes prétentions sont bien retombées depuis. J'avais en tête de créer un corpus de légendes plus ou moins interconnectées que je pourrais dédier simplement à l'Angleterre, à mon pays. Cela aurait dû posséder le ton et la qualité que je désirais, une fraîcheur et une clarté, un parfum de notre ère, le climat et la terre du Nord-Ouest, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne et des pays avoisinants. Pas l'Italie, ni la mer Égée, encore moins l'Orient. L'amour profond que le professeur Tolkien vouait à son pays et sa volonté de rendre hommage aux grands mythes nordiques ont parfois donné lieu à des interprétations tendancieuses. Certains critiques ont pu voir en Tolkien un nationaliste forcené, adhérant de surcroît aux théories racistes de la fin du XIXe siècle. Il est vrai que les différents peuples de la Terre du Milieu sont expressément définis comme des races nettement séparées, certaines étant de fait plus nobles que d'autres. Et parmi les lecteurs qui se sont réappropriés l'œuvre de Tolkien, on compte malheureusement nombre de groupes néofascistes ou franchement nazis qui lisent l'apologie de la défense de l'Occident blanc face au déferlement des barbares. Une des forces de cette forme de mythe moderne, c'est une ouverture, une possibilité de les reprendre et de les diriger dans n'importe quelle direction, ce qui permet justement après à différentes courants politiques sans problème de coller là-dessus encore un message politique, soit de droite ou de extrême gauche, mais de préférence en fait c'est quand même la droite qui joue avec cette utopie héroïque. Au XXe siècle, c'est une claire manipulation. On récupère quelques éléments d'une tradition bien ancrée dans la population, je dirais même bien ancrée dans la conscience collective, mais c'est uniquement pour assurer le spectateur, le public, qu'il entre dans un récit qu'il connaît en quelque sorte, qui n'est pas étrange. L'Allemagne nazie était très forte en faisant l'éloge, même un culte du Moyen-Âge, avec cette idée de recréer l'ancien Reich germanique, tout en proposant à la population tous les éléments d'une société moderne. Avec une infrastructure hyper moderne, avec des autoroutes, avec une aviation moderne, notamment une machine de guerre moderne, tout en prétendant, c'est Himmler qui était un spécialiste là-dessus, qu'on sort à quelque sorte ce cercle des chevaliers de Arthur ou d'autres figures du Moyen-Âge. Tolkien, il manipule pas, il recompose. Il utilise ce matériel, mais manipuler, ça veut dire qu'effectivement, il a un projet, par exemple, de l'extrême droite derrière. Et ce n'est pas le cas, à mon avis. Donc, il est un écrivain, il a un engouement pour certaines thématiques, et puis il récupère des éléments pour reconstruire son monde fantastique. L'idéologie, elle vient après. Elle vient de ceux qui, tout d'abord, présentent ou interprètent, et peut-être aussi par ceux qui regardent. Je ne souscris absolument pas aux préjugés qui peuvent être développés autour de Tolkien, qui le montrent machiste ou raciste. Il n'est pas du tout question de ça. Reste que c'est un homme de son temps, et donc, voilà, un homme qui a grandi en Angleterre au début du XXe siècle, dans un monde où il était naturel que les hommes occupent une certaine place et les femmes une autre place, et dans un monde où il était naturel que les peuples occidentaux occupent une certaine place. Et les autres peuples, ils sont présents dans le monde de Tolkien, mais c'est vrai qu'ils sont moins décrits, ils sont laissés à imaginer et à rêver. Les peuples du Sud et de l'Est ne font pas l'objet de la même élaboration, parce que ça n'était pas le projet de la Terre du Milieu, ce n'était pas le projet de Tolkien. Je fus très tôt désolé de la pauvreté de mon propre pays bien-aimé. Il n'avait pas d'histoire qui lui soit propre,
lié à sa langue et à son sol. Pas de la qualité que je recherchais et trouvais dans les légendes d'autres contrées. La conquête normande de 1066 avait entraîné la disparition presque totale de la culture anglo-saxonne des siècles précédents. À travers son cycle de légendes, Tolkien avait rêvé de rendre à l'Angleterre une partie de ce qu'elle avait perdu. Ce sentiment puissant d'une perte fondamentale traverse toute son œuvre. On sait que Tolkien, catholique fervent, adhérait profondément à la notion de la chute de l'homme, à l'idée du paradis perdu. Au-delà du désarroi ressenti par Tolkien face à l'évolution du monde moderne, on sent transparaître chez lui une profonde tristesse, un regret persistant de tout ce qui n'est plus. Très tôt, l'écriture avait été pour le jeune Tolkien un refuge, un lieu de l'esprit, où il pouvait s'abstraire des douleurs de ce monde en s'en construisant un autre, par le pouvoir d'évocation que portent en eux les mots. Si une histoire dit « Il gravit une colline et vit une rivière dans la vallée d'en bas », chaque auditeur des mots aura sa propre image, et celle-ci sera faite de toutes les collines, les rivières et les vallées qu'il a vues, mais surtout de la colline, la rivière, la vallée qui furent pour lui la première incarnation du mot. It's very well known, it's often said, he disliked the modern world. Of course, this is absolutely true. The modern world meant for him essentially the machine. The machine meant for him the wrong solution, the attempt to actualize our desires, like our desire to fly. It meant coercion, domination, for him the great enemy, coercion of other minds and other wills. This is tyranny. That in this very large sense of the word machine, the supreme machine in the mythological terms is the ring, is the one ring. This, of course, may seem extraordinary because many people would feel like saying, oh, but surely the ring is the most magic thing of all. To which he would have said, magic is very close to the machine. Magic is coercion, is the coercion of the world, the attempt by apparatus to transform the world. If you really come down to any large story that interests people, can hold them attention for a considerable time, or make stories, practically always a human stories, practically always about one thing, aren't they? Death. The inevitability of death. There was a quotation from Simon Beauvoir that I read in the paper the other day, which seems to me put it in a nutshell. I think I'll read it to him. There is no such thing as a natural death. Nothing that happens to man is ever natural, since his presence calls the whole world into question. All men must die, but for every man his death is an accident, and even if he knows it and consents to it, an unjustifiable violation. Well, you may agree with the words or not, but those are the keyspring of the laws of the ring. I think that in his later years, he became
he had become detached in a way from the old legends, Turin, Beren, and so on. And they were immensely important to him, but they were things that, they were like the legends of the real world, which he could observe and study. And he became more and more interested, I think, in the, what you might call the metaphysical aspects of his secondary invention. Above all, with the nature of the elves. He became involved in profound attempts to determine the nature of an immortal being who is nonetheless incarnate and possesses a body. This would, in turn, was beginning to develop new stories within the Silmarillion. And I think the whole thing simply became too large, too complex, to have so precise, to attempt to impose so precise a metaphysical explanation on it. It was perhaps a task for a younger man. The flame began to die down. Le professeur Tolkien ne parvint jamais à terminer de son vivant une version publiable du Silmarillion. Son nom était alors mondialement connu, ses admirateurs étaient légion, mais son grand œuvre légendaire demeurait inachevé. Sa femme, Edith, mourut en 1971 et il ne devait lui survivre que 2 ans. Mon cher Chris, Luthien en dit plus pour moi qu'une multitude de mots, car elle était ma Luthien et elle le savait. Je n'ai jamais appelé Edith Luthien, mais elle fut la source de l'histoire qui devint plus tard le creuset du Silmarillion. Cette histoire fut d'abord conçue dans une petite clairière dans les bois pleines de fleurs de ciguë, à Roos, dans le Yorkshire, où je fus brièvement en poste dans une garnison en 1917 et où elle put vivre avec moi quelque temps. En ce temps-là, ses cheveux étaient d'un noir de corbeau, sa peau claire et ses yeux plus brillants que jamais. Elle savait chanter et danser. Mais l'histoire est allée de travers et c'est moi qui reste et je ne peux plaider devant l'inexorable Mandos. Je n'en dirai pas plus à présent. Il paraît que le vieil homme est mort. Qui racontera notre histoire à présent? Est-ce qu'on se souviendra encore de nous? This is Melanin 9, speaking on a J.R.R. Tolkien verse from Lord of the Rings. Through Rohan, over fen and field, where the long grass grows, the west wind comes walking, and about the walls it goes. What news from the west, O wandering wind, do you bring to me tonight? Have you seen Boromir at all, by moon or by starlight? I saw him ride over 7 streams, over waters wide and grey. I saw him walk in empty lands until he passed away into the shadows of the north. I saw him then no more. The north wind may have heard the horn of the son of Denethor. O Boromir, from the high walls westward I looked afar, but you came not from the empty lands where no men are.